C'est parti, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la matinale des Ops numéro 15. Voilà, comme d'habitude, on va parler de no-code, on va parler d'Ops, on va parler d'IA probablement. Enfin non, même c'est sûr, je l'ai même mis dans le titre. Donc voilà, ça sera un petit sujet que j'ai envie de vous proposer. Et je vous dis bonjour, salut à Eric, salut Olivier, salut Céline, salut Samantha, salut Michael aussi. Ça fait très plaisir de vous voir tous et toutes ici avec moi tôt le matin. Voilà, j'espère que vous avez votre thé, votre café. Moi, j'ai pas ma tasse renard ce matin. J'ai fait un truc. Je suis pas encore bien réveillé, donc j'ai une tasse qui est avec une tasse je sais pas si on voit bien. Voilà, avec des que j'ai reçu aux fiançailles d'amis à moi. C'est pas ma tasse la plus jolie, même si je devrais peut-être pas dire ça publiquement, mais bon, voilà, c'est un petit souvenir. Mais voilà, c'est pas mon petit renard habituel. Et salut également à Sandrine, John aussi. Et bah écoutez, on y va, on attaque. Alors aujourd'hui, on va commencer évidemment par notre petite veille habituelle. Et puis on va parler, on va faire le tour un petit peu des outils. Il y a eu quelques news. Si vous avez vu des news dans les outils no code, plutôt d'Ops, n'hésitez pas à me les partager, on pourra en parler. Et puis, on va parler, on fera un petit focus sur un sujet, une petite discussion qu'il y a eu sur le Slack de No Code France hier, que j'ai trouvé assez intéressant. Et donc, on va discuter un petit peu de est-ce que le no-code, enfin l'IA, et notamment GPT-4 et tous ces outils fantastiques vont remplacer les outils no-code. C'est un petit peu la question que je me suis posée, puisque vous le savez, ils permettent, GPT-4 notamment, les gens sont assez stupéfaits parce qu'il peut générer du code, il peut générer des sites entiers, il peut générer des web apps entières. Et ben, j'ai envie d'en parler ça et de mettre ça en regard des outils no-code. Donc voilà, écoutez, on va en parler tout à l'heure. Commençons un petit peu notre veille. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à les proposer. Et puis sinon, eh bien, on va aller regarder du côté de Product Hunt, voir un petit peu ce qui se passe ce matin pour commencer en douceur. Hop, on ajoute la fenêtre que vous devez voir désormais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, sur la première page, il n'y a pas le mot IA, il n'y a pas le mot no-code, il n'y a pas le mot blockchain, il n'y a pas, il n'y a aucun buzzword. Ça, c'est quand même étonnant. Alors, on va sûrement y arriver hein, très vite. Bon, il y a cloud, mais cloud, c'est plus un buzzword. Cloud, c'est une réalité quand même depuis quelques temps. Donc voilà. Donc, on arrive. Développement, ah, voilà, ça y est, on a un GPT quand même. Voilà, donc des conseils de Naval Ravikant, qui est une personne, un entrepreneur très intéressant que vous pouvez suivre. Il y a même un almanach de Naval Ravikant où il y a toute sa sagesse qui est contenue. Bon, je suis pas sûr d'ailleurs. Donc c'est un livre qui a été fait par, si je dis pas de bêtises, par quelqu'un qui était un fan de lui, qui l'a suivi, qui a consigné un petit peu tout ce qu'il a fait. Je pense que c'est très bien de lire ça et pas forcément, il n'y a pas besoin forcément de faire une application avec ChatGPT dedans, enfin GPT tout court quoi. Voilà, du networking. Bon, là, ça y est, on arrive quand même à. Là, il y a ChatGPT, il y a AI, voilà, on est directement, Figma. Alors, générer. Ça, c'est pas mal, franchement. Donc, donc, depuis un moment, il y a des outils qui permettent de générer des palettes de couleurs. Alors, si, comme moi, vous êtes nul en design, c'est peut-être le genre d'outil que vous avez déjà utilisé. Moi, j'avoue, je suis incapable de choisir des couleurs, encore plus de choisir des couleurs qui vont ensemble. Donc, j'ai utilisé plein de fois dans ma vie des générateurs de palettes de couleurs. Et là, on nous propose carrément donc un générateur, mais attention, c'est avec de l'IA. Donc, franchement, bon, attendez, je suis quand même curieux, j'ai même envie de tester avant de me moquer trop. Mais quand même, je pense que c'est un truc où on n'a pas vraiment besoin de palettes de couleurs. Cela dit, c'est très très joli. Franchement, là, j'avoue, je suis déjà assez impressionné par le site. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme color palette? For a website about a festival in Barcelona, voilà, par exemple. Au hasard.
Donc je suis assez curieux de... Ok, alors le problème c'est qu'on saura jamais quel est l'impact de la palette de couleurs, donc voilà, il nous propose ce joli jaune, voilà, avec un petit dégradé, avec de l'ocre, ou je sais même pas comment on appelle ça, cette couleur. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Après j'ai envie de dire franchement, enfin je sais pas si vous avez déjà vu des genres, qu'est-ce que j'ai comme générateur de... gén- Mais je pense très sincèrement, voilà, il y avait Coolers effectivement qui est pas mal, que j'ai... Je peux vous... Hop, pas de cookies. Donc pas d'IA, mais c'est un outil qui est assez cool. Bon, ça n'a pas besoin de ça, ça fait un peu mal à la tête, mais donc il génère une palette au hasard. Et puis en fait après ensuite on peut verrouiller. Si on dit par exemple cette couleur je l'aime bien, je peux la verrouiller et ensuite si j'appuie sur espace, il va me générer d'autres couleurs autour. Et donc en fait à chaque fois que j'appuie sur espace, par exemple je me dis ah bah tiens ça va bien. Donc hop je vais et puis je rappuie sur espace, il va me valider les autres. Donc voilà, donc je suis pas sûr qu'il y ait besoin vraiment d'IA pour générer des palettes de couleurs. Par contre, ça c'est un outil que je trouve assez cool. D'ailleurs, c'est cadeau. Je vous partage le lien comme ça. Voilà, si vous voulez générer des palettes de couleurs. Voilà, mais bon, j'étais curieux. Désolé, j'ai dérivé un petit peu sur le sujet du design, mais le sujet du design, il est important pour les no-codeurs et les no-codeuses, puisque enfin, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas très bon en design, bah, vous avez besoin d'avoir ce genre de petits outils pour vous aider. Moi, j'utilise aussi des outils pour choisir les fontes, par exemple, des paires de fontes qui vont bien aller ensemble, voilà, des choses comme ça. Et salut à toi, Mankind Power, merci de t'abonner à notre chaîne, n'hésite pas à participer. Voilà, donc c'est important, mais encore une fois, là je trouve que c'est vraiment, alors je suis un peu mon vieux grincheux, mais en même temps il est 8 h du matin, on a le droit d'être un peu énervé de bon matin, mais là franchement, au-delà du fait que le site soit vraiment très très joli, je trouve que l'IA ne sert vraiment à rien. C'est si je reclique, est-ce qu'il va me donner autre chose? Probablement. Est-ce qu'il va y avoir un rapport avec Barcelone ou avec un festival ou avec quelque chose? Bah, il n'a pas vraiment changé d'ailleurs, donc bon. Mais je serais curieux de savoir quel est le prompt derrière quand même. Bon, bref, allez, on va continuer. Euh, des vidéos, bon, ouais, on a quand même de l'IA dans tous les sens. Salut Muriel, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, de bon matin. Qu'est-ce qu'on a? Zaplingo, ça me fait penser que hier j'ai réinstallé Duolingo, on en parlait avec Stan. Il me disait il me sortait deux trois mots en espagnol et je lui disais qu'il fallait qu'il se mette sur Duolingo. Et donc on a décidé de tous les deux installer Duolingo pour refaire un petit peu d'espagnol avant notre venue à Barcelone. D'ailleurs Muriel, toi aussi tu seras à Barcelone avec nous. N'hésite pas à installer Duolingo. D'ailleurs on pourrait tous, n'hésitez pas à mettre, à nous communiquer vos identifiants Duolingo. Comme ça on peut se suivre les uns les autres et voir ceux qui font les plus longues séries. Voilà, donc voilà. Et puis Muriel, on va se voir cette semaine d'ailleurs, puisque l'équipe d'Auto vient à Paris cette semaine. Voilà, ça n'a aucun rapport avec c'est un rapport avec le no-code hein, quand même, donc on peut en parler, mais voilà, donc on a hâte de vous voir tous. Et oui, j'étais très surpris, donc j'ai installé Duolingo hier, j'ai juste fait le démarrage, et alors j'avais déjà gardé un très bon souvenir de cette application, je l'avais utilisée il y a 3 ans avant d'aller en Colombie, et franchement, j'ai trouvé ça donc déjà hyper beau, ça avait hyper gamifié, vraiment des graphismes de jeux vidéo, mais hyper clean, donc voilà, franchement, super. Alors oui, il y a l'espagnol et l'anglais aussi, hein, parce que je rappelle, donc pour les gens qui viendraient ou qui seraient intéressés par le projet, donc par notre No Code Week, notre festival à Barcelone fin avril, tout aura lieu en anglais. Donc voilà, donc c'est mieux. Alors, il y aura des Français avec qui on pourra parler français, mais tout aura lieu en anglais. Donc voilà. D'ailleurs, je vais même, voilà, au cas où si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous mettre le lien. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder ce petit projet. On a déjà plus de 20 personnes qui sont inscrites, il n'y a que 30 places. Hein. D'ailleurs, je le redis au passage, c'est pas pour faire de la pub, mais bon, c'est voilà ce projet. Et on est en train de faire des contacts avec la communauté espagnole d'ailleurs. 2 communautés espagnoles, puisque en Espagne, il y a plusieurs communautés. C'est un peu la différence de la France où il y a une grosse communauté. Bon, il y a des petites sous-communautés évidemment. Mais voilà. Donc voilà.
Ah, on a quand même un truc un peu crypto là, EventDAO. Voilà, les DAO, c'est les organisations décentralisées euh, qui vont, qui sont là. Multiplayer and collaborative ChatGPT. Alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas faire du ChatGPT à plusieurs. Ça peut être assez drôle. Ça peut être assez drôle. D'ailleurs, ça me fait penser que toujours, désolé, je vous raconte un peu ma vie en même temps, mais bon, c'est un peu le principe. Euh, c'est que on est. Salut Anthony également et salut Olivier aussi. Euh, on est hier, donc hier, la semaine dernière, donc on est en train de faire un peu des visuels et faire un peu du design par rapport à, donc pour préparer les assets, comme on dit, les éléments un petit peu pour la communication autour de notre projet là, de No Code Week. Et on s'est rendu compte que la version multiplayer de Canva, enfin la version multiplayer, l'usage en commun de Canva, je sais pas si vous dites Canva ou Canva d'ailleurs, on se posait la question avec Stan, on dit pas pareil. Je dis Canva, voilà. Et vraiment très bien fait. Oui, d'ailleurs, je crois qu'on en a parlé pendant le No Code Game jeudi déjà, donc c'est un peu du réchauffé ce que je vous dis là. Mais franchement, j'étais impressionné parce que c'était vraiment. C'était vraiment. Voilà, vous dites aussi Canva comme moi, bon, ça fait plaisir. Euh, voilà, donc c'était vraiment pas mal. Parce que moi, enfin, on sait que Figma a un super mode de travail à plusieurs. On connaît évidemment Google Docs, etc., où on peut faire à plusieurs. Notion à plusieurs, c'est pas mal aussi. Bubble à plusieurs, ça existe. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qu'ils ont fait très tôt dans la vie de Bubble. Et en fait, Canva aussi est assez impressionnant. C'est vraiment sympa de faire à plusieurs. Donc voilà. Euh, voilà, voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on est pas mal. Il est 8h16. On peut passer à la suite. On n'a rien vu de. Alors, Pigeon, un télégramme, un client Telegram pour l'Apple Watch. Ok, pourquoi pas. C'est un joli nom. Il y avait une application très connue sur le monde de Linux qui s'appelait Pidgin, qui permet, mais d'ailleurs ça n'avait pas de rapport, mais c'est quand même un petit oiseau, le logo il me semble, qui permettait de un client multi-protocole pour la messagerie instantanée. Voilà, aucun rapport. Eh bien, continuons, allons-y, passons un petit peu à la veille autour de nos outils no-code préférés. Alors, Airtable. Airtable, toujours, on revient toujours sur cette page, il n'y a toujours rien, on va la fermer tout de suite. Sur leur blog, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Alors, un petit article, si vous devez convaincre votre équipe marketing, n'hésitez pas. Alors, Airtable, franchement, des usages incroyables pour, euh, pour le marketing. Ah oui, Pidgin, ça signifie pigeon en anglais, mais Pidgin, ça veut dire aussi quelque chose d'autre, je crois. Pidgin, ça veut dire, c'est un truc autour de la langue et je sais plus, enfin, il y avait un double usage, je crois, parce qu'il y a un truc autour de un dialecte ou je sais plus. Bon, bref, on va pas trop divaguer. Donc ici, le What's New in March, on l'a déjà évoqué. On va attendre le What's New in April. Mais il y a une super news incroyable, évidemment, très très intéressante et très importante qu'il y a eu dans Airtable très récemment. C'est la possibilité euh, mettre une valeur par défaut dans les champs select. Et alors ça, je ne l'ai même pas testé, j'ai même pas eu le temps de le tester, mais on va regarder ensemble. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais très franchement, c'est vraiment un truc dont on attend depuis très longtemps. D'ailleurs, dans notre premier niveau de formation chez Contournement, on a un champ select et à chaque fois, les gens ne pouvaient pas mettre de valeur par défaut et donc on avait tout le temps le commentaire. Enfin, ils n'ont plus pouvoir mettre ce commentaire. Donc, si on met un champ select, alors ici, on va taper. Alors là, c'est dans un exercice du cercle des ops. Alors, si vous n'avez pas fait le challenge 15, d'ailleurs, ça vous fait un petit spoiler, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, on va mettre état. Voilà, donc on va mettre des options. Inscrit. Merde. En cours. Terminé. Bon, je mets n'importe quoi. Et donc, enfin, on peut choisir ici une valeur par défaut. Ça, c'est vraiment. À la fois, moi, ça me paraît incroyable que ça ait mis autant de temps. En même temps, je le répète souvent, il ne faut pas présumer toujours de la facilité et des choix, de la priorisation d'une fonctionnalité. Mais c'est vrai que c'est un truc qui manquait vraiment. Et donc là, on peut choisir inscrit. Et donc, ça veut dire que
Ah, oups, je vais aller un peu vite, je vais create field. Et donc là, si je crée une nouvelle ligne, et bah tout de suite, le inscrit est là. Donc, plus besoin de faire des automatisations, plus besoin de faire des astuces, des trucs compliqués, de créer un deuxième champ avec une formule, si c'est vu, etc. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui peut paraître comme ça mineur d'un point de vue un petit peu fonctionnalité, hein, parce qu'on est vraiment dans un recoin, on est dans un type de champ particulier, dans une sous-fonctionnalité. Mais néanmoins, pour tous les gens qui utilisent Airtable, vraiment, c'est vraiment game changer. Euh, et Olivier, tu me dis que tu as un peu du mal avec Airtable. Bah écoute, c'est à voir, hein. Moi, je suis un fan absolu d'Airtable, mais je suis aussi un peu biaisé puisque c'est une formation que l'on fait depuis un moment. Voilà. Donc voilà. Donc c'est. Mais alors, si tu fais du low code, tu peux savoir que dans Airtable aussi, il y a une approche très intéressante qui peut être ici dans les extensions d'ajouter des scripts. Donc là, bon, là, c'est des scripts qui sont faits, mais tu peux faire tes propres scripts. Donc vraiment, alors moi, j'aime pas du tout le mot low code, mais par contre, j'aime beaucoup l'idée de travailler avec des développeurs dans le contexte d'outils no code. Ça, c'est quelque chose dont on parle régulièrement, on parlera peut-être un petit peu à la fin. Mais donc, on peut faire ses propres scripts dans Airtable, et ça, c'est un usage qui est très très puissant parce que ça permet de démultiplier. Alors, c'est du code, il faut savoir développer, hein, je le répète, encore comme toujours. Hein, il ne faut pas juste faire des copier-coller de JavaScript. Mais voilà. Et après, il y a même un niveau encore supplémentaire dans Airtable qui est vraiment de construire sa propre extension. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Il y a un environnement de développement qui est très bien fait. Il y a des exemples, mais on peut aussi commencer from scratch. On peut avoir, il y a une CLI, donc voilà, pour les développeurs, vous saurez ce que ça veut dire, je ne vais pas tout expliquer, mais voilà, en ligne de commande qui peut vous permettre de lancer votre application, de la tester, de lancer un environnement et tout, donc ça c'est vraiment chouette. C'est du JavaScript, voilà, ou du TypeScript éventuellement, mais voilà, c'est vraiment hyper bien. Pour les gens qui savent en faire, c'est avec du React, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je n'ai pas testé, hein, mais en tout cas, je suis sûr que c'est du JavaScript. Donc voilà, à voir, mais voilà. Donc c'est pas, enfin je dis ça, cela dit, c'est pas pour te convaincre absolument d'utiliser Airtable, mais voilà. D'ailleurs, j'ai eu un call très récemment avec une personne de chez Baserow, voilà, qui est une solution très intéressante que je vous invite à regarder, qui a la particularité d'être open source, et donc il y a plein de bénéfices pour la scalabilité, etc. Donc voilà, c'est quelque chose dont on reviendra. On en avait parlé dans la toute première d'ailleurs matinale, j'ai revu l'autre fois en passant par hasard, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder Baserow aussi pour les alternatives open source. Voilà, et je reviens un petit peu dans les messages en arrière, et merci Anto d'avoir écouté nos podcasts. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir des devs aussi qui se mettent un petit peu dans notre mouvement no code. Voilà, je fais une distinction exprès avec le low code parce que je pense que c'est un peu différent, mais par contre je crois beaucoup vraiment au fait que pour les développeurs, il y a plein d'avantages à utiliser des outils no code en mode vraiment no code, c'est-à-dire juste pour se simplifier la vie, mais aussi, pourquoi pas, des fois pour vraiment faire du vrai code dedans, et pas être dans un environnement contraint, mais voilà, faire du vrai JS dans le contexte d'Airtable. Voilà, mais on va revenir un petit peu là-dessus. Et en ce qui concerne les API, il y a une API dans Airtable ici. Non, c'est pas là, c'est dans Help. Si tu cliques ici, il y a la documentation d'API. Franchement, super doc d'API. Une doc voilà, qui est personnalisée et tout. Désolé, hein, je fais un petit peu l'article d'Airtable pour les gens qui connaissent Airtable. Eh bien, voilà, mais j'en profite un petit peu pour faire un petit peu de prosélytisme et d'évangélisation. Voilà, mais il y a une super API. Tiens, d'ailleurs, je sais pas pourquoi ça bug, vous voyez pas le code. Ah oui, si, non, parce que j'étais trop haut. Et j'ai les travaux qui recommencent autour de chez moi. J'ai quelqu'un qui vient d'arriver à ma fenêtre, donc voilà, j'espère que ça va pas faire trop de bruit comme d'habitude. C'est le petit signal qu'on arrive sur les 8h30. Voilà, bon, écoutez, vous regarderez ça. Des ressources dev pour les modules custom sur Make. Et bah écoute, on a un niveau de formation où on parle
des modules custom, sachant que c'est pas forcément du dev très complexe, c'est aussi à la portée des no-codeurs et des no-codeuses. Voilà, la seule ressource que je peux te donner, c'est le troisième niveau de formation de contournement. Mais il y a des choses aussi, hein, il y a aussi il y avait une série de vidéos sur YouTube, il me semble, faites par je sais plus, un mec de l'Est qui avait fait une super série de vidéos en anglais que tu peux voir. Donc voilà. Alors j'espère qu'ils vont pas faire, ils sont en train de poser des balustrades à mon balcon, donc je pense que potentiellement ça peut faire beaucoup de bruit. Donc voilà, on verra tout à l'heure. Bon, écoutez, il faut qu'on continue quand même. Donc, on a testé, donc on a vu Airtable, on a parlé d'Airtable, des API, de tout ça. Zapier, il n'y a pas de nouveauté. Je suis allé même regarder un petit peu sur leur Twitter. Alors, j'aime beaucoup leur compte Twitter parce ils mettent toujours des petites blagues, ils mettent des petits mèmes tout le temps et tout. Donc voilà, je vous invite. Alors, moi, j'aime beaucoup Twitter aussi, hein. Je sais que dans la communauté, les gens aiment beaucoup Make. Mais voilà, alors le compte Twitter de mec est aussi sympa, mais celui de Twitter est quand même plus sympa. Ils demandent souvent alors les gens qui les suivent de leur donner de leur faire des blagues, etc. Donc c'est cool. Il y a un petit côté nerd, il y a un petit côté voilà, que j'aime bien, qui me parle. Par contre, il n'y a aucune news du côté de Zapier que j'ai à vous communiquer. Donc voilà, on continue du côté de Notion. Il n'y a pas de news, mais on m'a dit, et je n'en dirai pas plus, mais qu'il y avait des très grosses news qui arrivaient du côté de Notion pour bientôt. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est. Et voilà, ah tiens, c'est marrant, quelqu'un m'a invité sur Notion. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui est écrit ici, sachant que j'ai déjà un compte Notion évidemment. Peut-être qu'un jour j'ai cliqué sur un lien de sa part. Voilà, bon. Hop là. Et salut à toi Jocelyne et bienvenue à l'ami Momo qui s'est abonné. Et salut à toi Lorraine également. Bonjour à vous, ça fait plaisir de vous avoir. On continue, on va finir notre petit tour de veille et puis on va aborder le dernier sujet. Donc voilà, on est à peu près pile dans le timing en plus. Donc voilà. Et salut Baudouin. Salut Baudouin. Bah, disons qu'il y avait beaucoup de monde ce matin, ça fait plaisir de tous vous voir avec moi. Voilà, Baudouin, d'ailleurs, j'ai très hâte de voir la table ronde sur le RGPD voilà, qu'on a évoqué, dont on a parlé. Ça va être très très cool. Voilà, j'espère que vous avez évidemment votre café ou votre thé. C'est mon cas. Voilà, moi je bois du thé le matin, je bois très peu de café pour des raisons que j'ai déjà évoquées qui sont très personnelles, qui n'ont aucun rapport, mais je bois très très peu de café à cause de problèmes de remontée qui font ensuite que je fais des fausses routes et donc c'est très gênant. Par exemple, imaginez que là je suis en train de parler et que je m'étouffe devant vous, ça serait très gênant. Ça m'est arrivé lors d'un podcast. J'ai déjà raconté cette histoire de multiples fois, mais voilà, donc c'est un vrai sujet voilà, qui est très personnel, qui n'est pas du tout intéressant, mais je vous le dis quand même voilà, pour que vous le sachiez. Si vous avez des problèmes de remontée gastrique, de reflux, sachez que le café, tout ce qui est acide évidemment, est très mauvais. Voilà, pas de news du côté de Make, on en a déjà parlé la dernière fois, et donc on va aborder le dernier sujet. Et pour faire ça bien, je vais revenir ici en plein écran, ça me permettra d'aller chercher un petit lien, et d'ici, donc voilà. Alors, c'est gentil, merci Mickaël. À distance, il y a des choses qui sont malheureusement difficiles à faire à distance. Voilà, quand on sera tous dans le métavers, quand on aura tous des lunettes sur les yeux, effectivement, si on s'étouffe, on n'aura personne. Est-ce qu'on pourra... Alors, sauf si on a vraiment des combinaisons haptiques, ou carrément la manœuvre de Heimlich fonctionne, ça serait intéressant. Est-ce qu'on va aller jusque-là un jour, peut-être, si vous avez vu peut-être Ready Player One, peut-être qu'effectivement, cette capacité... voilà, bon, faut pas me lancer sur la science-fiction, après, moi je suis trop à fond sur ces choses-là, même si la manœuvre de Heimlich n'a aucun rapport avec la science-fiction. Alors, passons à notre sujet. On est bien parti dans tous les sens, et on va partir sur un petit sujet. Alors, donc, il y a eu une discussion très intéressante sur le Slack de No Code France cette semaine, hier hein, d'ailleurs, je crois, où... alors attendez, je vais la reprendre carrément, parce que histoire de pas dire n'importe quoi. Où c'était, je crois,
Paul-Henri qui nous partageait en fait donc dans le channel OpenAI. Alors il y a 2 channels autour de l'IA, il va falloir les fusionner. Je vous mets le petit lien vers cette discussion que vous puissiez aller voir. Où il nous disait on peut demander à GPT de nous coder une web app complète. Donc une web app qui permet d'aller chercher des logos de société. C'est-à-dire vous mettez un domaine, le domaine d'une société dans un champ et vous allez pouvoir avoir le logo de cette société. Et donc c'est vrai que c'est un peu bluffant de se dire, voilà, on fait un prompt. Et donc en fait, c'est une société qui s'appelle Replit qui a fait ça. Donc je vais vous montrer tout de suite. Ici, je vais repartager mon écran. Je vais vous montrer tout de suite le tweet de Replit, voilà, donc qui a déclenché cette discussion. Et salut Martial également, on a toute la bande au complet, ça fait plaisir. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça, ma première réaction, ça a été de me dire, c'est très impressionnant, effectivement. GPT-4 peut générer une application, une web app complète, une web app avec un peu d'intelligence, puisque voilà, c'est pas trivial, on met quelque chose dans un champ et ça va nous afficher donner une réponse. Donc on a une interaction riche. Voilà, donc on a vraiment une web app, dans la définition du web, c'est pas juste un site web, c'est vraiment une web app. Alors, c'est une web app, très honnêtement, en réalité un peu triviale quand on connaît la technique utilisée pour récupérer le logo, mais c'est quand même quelque chose. Donc voilà, alors je vais rapprocher un petit peu le micro, en espérant que ça couvre un peu les travaux. Et donc je vais vous partager mon écran, et puis voilà, pour que vous puissiez voir. Alors je vais mettre même en plein écran, on va mettre depuis le début. Donc comme ça, vous allez voir le prompt. Voilà, donc là, vous voyez le prompt, donc c'est un prompt qui est assez long, qui décrit très bien comment faire la web app. Donc vous voyez, alors d'ailleurs ils l'ont pas fait dans ChatGPT, ils l'ont fait dans le Playground. Voilà, ça c'est une petite astuce. Si vous n'avez pas GPT+, vous pouvez utiliser le modèle GPT-4 dans le Playground d'OpenAI. Voilà, donc c'est ça. Le Playground permet de simuler des appels d'API, donc ça vous évite. Voilà, donc voilà, et ça peut être gratuit potentiellement. Bref, ça c'est une petite astuce au passage. Donc vous voyez, donc il demande, donc voilà, je veux faire une web app qui me permet d'avoir un champ qui met l'URL d'une société, et puis cette web app va prendre l'URL, trouver le logo, afficher le logo, etc. Donc, vous voyez ici, donc ils font submit, ils obtiennent le code, voilà. Donc on voit, donc c'est de l'HTML et du JavaScript, donc il y a vraiment. Ils mettent ça dans Replit, puisque Replit est un outil qui permet, en fait c'est une IDE, comme on dit, donc c'est un environnement de développement. Les développeurs qui nous regardent savent ce que c'est. Donc ça c'est une IDE qui est en ligne dans votre navigateur, vous copiez-collez le code, et à côté vous avez une prévisualisation potentiellement de ça. Et donc voilà, donc ils copient-collent, ils font un run, et ils ont vraiment l'application qui va se lancer. Ils mettent google.com, ils cliquent et ils ont le logo. Et donc c'est très bien. C'est magique, j'ai envie de dire, quelque part. Très franchement, je veux dire, là, vraiment, mon point n'est pas du tout de faire de l'ironie et de dire que ça n'a pas de sens. Mais j'ai envie de mettre ça en perspective avec les outils no-code. Parce que moi, le problème que j'ai avec ça, et je suis très curieux d'avoir vraiment vos avis sur cette question, j'en parle aussi ce matin parce que j'ai envie de faire une petite vidéo YouTube là-dessus, et donc je me dis, avant de faire cette vidéo YouTube, je suis intéressé d'en parler avec vous. Mais donc, voilà, c'est un usage qui est très intéressant. Très franchement, je veux dire, c'est un usage qui est très intéressant. Le problème, c'est que si vous ne savez pas coder, vous ne comprenez pas forcément comment ça fonctionne. Donc là, je vais cliquer ici. Là, si vous voulez, d'ailleurs, je vous donne le lien vers donc vraiment le truc dans Replit. Si je fais un fork par exemple, non, je vais pas créer un compte, ça va me faire chier, mais je peux voir ici le code. Le code il va s'afficher, donc vous voyez, ça fonctionne comme ça. Là, si je mets contournement.io, ça va me trouver le logo. Ça marche bien. Si j'affiche le code ici, donc il y a tout, il y a le CSS, le JS et tout à l'endroit. Et en fait, on voit qu'ils utilisent un service qui s'appelle Clearbit, que je connaissais déjà, d'ailleurs, que j'ai déjà utilisé. Donc en fait, l'intelligence, c'est assez limité, puisque en fait, si Clearbit... Oh, les travaux, c'est catastrophique. Si vous utilisez... Attends, il faudrait que je... J'espère que ça s'entend pas trop. Là, c'est vraiment très très relou. Si vous mettez ici Clearbit... Attendez.
si je prends ici Clearbit, juste pour vous montrer, hein, parce que ça c'est une astuce aussi qui peut vous servir à ces double astuce, vous mettez contournement.io, vous n'avez même pas besoin de faire un appel d'API ni rien. Hop, et bien vous avez le logo. Vous voyez, ça c'est un truc qui est super, vous pouvez tester hein, avec, je sais pas, on va tester par exemple avec bubble.io. Et on va voir le logo de Bubble. Donc ça, c'est un truc qui est super. Moi, ça m'a servi plein de fois dans Airtable et tout. Donc voilà. Je vais mettre mon casque, ça va un peu me couper du bruit. Ça sera un peu mieux. Et en plus, comme ça, j'aurai le retour. Voilà, je vais monter ça, j'entendrai à peu près. Donc voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Donc là, vous voyez toujours mon écran. Et donc voilà. Et donc je me dis, bon, moi... j'ai fait du JS, enfin voilà, je suis développeur, donc je peux lire tout ça, je vois. Mais imaginez que vous n'êtes pas développeur. Si vous n'êtes pas développeur, bah déjà j'ai envie de dire quelque part, alors je sais même pas comment je reviens au run si vous voulez changer la couleur de ce logo, bah déjà ça va pas être évident quoi. Ça va pas être évident, donc vous voyez, vous êtes limité. Et en fait la petite expérience que je veux vous proposer, c'est que je vais aller dans Bubble. Alors je ne suis pas Bubbler du tout, ça fait vraiment très très longtemps que j'avais pas... que j'ai pas mis les mains dans Bubble, mais hier je me suis... ça faisait tellement longtemps d'ailleurs que j'avais oublié que mon compte Bubble n'était pas lié à mon adresse contournement, mais à mon adresse perso, donc en fait ça m'a créé un nouveau compte. Mais en fait j'avais envie de faire cette petite expérience, donc ici je vais créer une app, test logo, voilà. Si on teste logo Clearbit, on va mettre, on s'en fout. Et en fait, je vais juste reproduire en fait ce qui a été fait. Et je pense très sincèrement, et c'est vraiment, c'est que vous voyez donc là ici vous avez le prompt. Je pense qu'il faut 5 minutes pour taper ce prompt. Bah franchement, dans Bubble, hop, je vais sauter ça. Donc là je suis dans Bubble. Alors je suis vraiment pas à l'aise du tout avec Bubble, mais franchement, je pense que ça me prend moins de temps de mettre ici, donc je vais mettre un input ici, comme ça, hop. Et je vais mettre en dessous une image. Voilà. Et là, en fait, cette image, je vais dire qu'elle est dynamique. Et je vais mettre ici Clearbit. Voilà, donc le lien. Et je vais joindre ici la valeur de l'input A. Voilà. Je fais Preview. Vous voyez toujours mon écran normalement. Et donc là, si je tape contournement.io, je vais avoir le logo en dessous. Voilà. Et donc en fait, je pense très sincèrement que là, j'ai mis moins de temps que de taper le prompt. Alors c'est peut-être une comparaison un peu ridicule, ou je sais pas, vraiment, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais en fait, ce que ça me fait penser, c'est quand même qu'on parle pas, je trouve, beaucoup dans les médias de no-code, alors que tout le monde s'extasie beaucoup sur GPT et ChatGPT. Et très franchement, moi je veux dire, honnêtement, j'adore, j'utilise énormément ChatGPT maintenant, enfin j'utilise beaucoup, j'utilise quotidiennement, j'utilise aussi un petit peu Notion AI, etc. Mais franchement, je trouve quand même que en fait, toutes ces idées de générer du code avec GPT, bah ok, c'est hyper bien pour les développeurs, parce que moi, si je devais développer ça, bah, je serais bien content de ne pas avoir à taper là le code que je vous ai montré, parce que honnêtement, je sais le faire. Enfin, je peux vous dire que ça, si vous faites un bootcamp de code de 9 semaines, à la fin, vous savez faire un truc comme ça, quoi, sans problème. Vous savez taper tout ce code. Sauf que taper tout ce code, en fait, taper le prompt, je pense que ça prend 5 minutes. Taper tout ça, ça prend, allez, 30 minutes, quoi. Mais le faire dans Bubble, bah, ça en prend, vous avez vu, ça en prend 2, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, et c'est pas pour vraiment faire la défense du no-code et tout, mais c'est juste de se dire, bah, très franchement, je trouve qu'on parle pas assez vraiment des capacités des outils no-code quelque part, et du fait que moi je trouve que oui, c'est quelque chose qui aide vraiment des gens qui n'ont pas... Là, en fait, pour faire ça, il faut juste que vous connaissiez la petite astuce de Clearbit. Mais ça, elle est disponible moi je l'ai vu dans des blogs de marketing, des trucs comme ça. Donc si vous avez vu cette astuce et que vous voulez l'exploiter sans avoir à faire de code, eh bien, vous pouvez aller dans Bubble, quoi. Et effectivement, j'ai pas compté le temps de débugger, parce que ça, très franchement, même un développeur averti, arriver à taper ça du premier coup sans
Faire un bug sans oublier ici un petit point virgule, un truc comme ça, très franchement, je pense que c'est quasiment impossible. Après, il y a des gens peut-être qui sont meilleurs que moi, hein. Mais moi, je code depuis longtemps, donc je pense que j'ai les bonnes pratiques pour arriver à coder ça à peu près bien depuis le début. Mais voilà, je veux dire, juste le temps. Mais ça, c'est pas à la portée de tout le monde, en fait. Et c'est toujours cette question de l'accessibilité qui est pour nous très, très importante. C'est que moi, j'ai envie que tout le monde soit capable de faire ça. J'ai plus à chaque fois que je fais le show code, en fait, on voit plus le truc. Mais voilà. Et surtout, il y a un truc, et après, je vais lire vos commentaires parce que ça m'intéresse. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs, mais ce qui m'intéresse, enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que donc là, et ça, déjà, si quelqu'un n'est pas développeur, ne va pas comprendre, mais donc là, on est dans une application qui est purement front-end. Puisque il n'y a pas besoin de back-end, puisque là, en fait, tout ça peut se faire vraiment front-end. Donc, il faut un environnement d'exécution. Alors là, c'est l'intérêt de Replit. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils ont utilisé. Mais donc, avec Replit, très facilement, vous pouvez avoir ce contexte d'exécution. Vous allez copier-coller, puis vous pouvez faire run votre code, etc. Mais maintenant, si vous voulez l'exposer à des gens, bon, bah, avec Replit, vous pouvez l'héberger parce que c'est uniquement front-end. Et vous pourrez partager le lien vers l'application comme je l'ai fait, etc. quoi. Mais s'il y avait quelque chose de back-end, par exemple s'il fallait appeler une API qui n'autorise pas, qui ne permet pas d'être appelée en front-end, ou etc. Voilà, et donc là je suis en train d'utiliser déjà des concepts techniques que vous ne maîtrisez pas forcément si vous êtes no-codeur ou no-codeuse. Donc, et donc ça, c'est, je trouve, omettre, en fait, quand on dit, oui, c'est génial, GPT permet de générer du code, c'est aussi oublier qu'est-ce qu'on fait de ce code. Qu'est-ce qu'on fait de ce code? Déjà, est-ce qu'on sait le lire, le modifier, l'adapter? Et est-ce qu'on sait où l'exécuter? Et encore une fois, c'est pour ça aussi que j'aime bien les outils no-code et que je parlais, c'est pas vraiment par hasard si je parlais tout à l'heure d'Airtable et du fait de mettre du code dans Airtable, c'est que ça vous donne un environnement d'exécution, ça vous donne un hébergement, ça vous donne aussi ces aspects-là, quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout ça, c'est plein de choses à prendre en compte et que c'est plein de choses que vous apportent les outils no-code et des outils notamment comme Bubble qui sont back-end et front-end. C'est-à-dire que dans Bubble, là, s'il fallait appeler une API et pas juste faire comme ça une requête get directe, en fait, vous pourriez le faire avec ici bon, je vais pas aller, j'allais aller vous montrer, mais en fait on va pas le faire parce que franchement j'ai pas le temps et puis je suis pas. Ici c'est la matinale des ops, c'est pas la matinale des bubblers, mais voilà. Alors, question très intéressante de Lorraine que je vais afficher parce que ça m'est venu hier et j'ai même testé. Alors attendez, est-ce que je vais retrouver le. Je vais même vous montrer parce que donc, est-ce que on peut avoir une IA qui peut nous générer du no-code. C'est évidemment, dans ma réflexion hier, quand je me préparais un petit peu à vous raconter tout ça, je me suis fait exactement la même, je me suis posé la même question, parce que je me suis dit, bon bah ok, c'est bien le no-code, mais peut-être qu'on peut avoir une IA qui nous fait du no-code. Or, alors attendez, je vais vous montrer ce que ça a donné, mon expérimentation, en lui demandant, alors je lui ai demandé, vous allez voir, hein, je triche pas, parce que vraiment, je vais vous faire un copier-coller de ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé exactement ce que Lorraine a mis dans son message. Alors, attendez, Et franchement, la réponse était complètement à l'ouest, mais la réponse était vraiment, vraiment très, très étonnante. Alors. Ah zut, il me retrouve pas... Ah, c'est un peu chiant, des fois, il n'y a pas l'historique du chat qui s'affiche. Ah, je suis très déçu, parce que là, ça va me prendre un peu de temps. Bah, vous pouvez essayer, mais franchement, c'est la réponse. Ouais, il faut que je refresh. Attendez, alors, je vais essayer de refresh. Non, mais des fois, ils disent que l'historique est pas disponible. Putain, en plus, je paye pourtant, je paye 20 balles par mois, j'ai même pas mon historique, quoi. Franchement, c'est vraiment abusé. Attendez, alors est-ce que. Non. Non, là, il va pas me le ressortir. Bon, bref, je vous la fais courte. Je vous raconte l'histoire parce que là, le temps de tester, de taper le prompt et tout, ça va être. Ah, il faut me déloguer et reloguer. Mais pourtant, je viens juste de me loguer. Bon, écoutez, attendez, je retente parce que franchement, j'ai quand même envie de vous montrer la réponse. Et la réponse était très drôle. Non, ils me disent que c'est temporary unavailable. Bon, c'est pas grave. Faites le test. Mais en fait, donc, je lui ai demandé exactement de me faire le blueprint. Donc Blueprint, pour les gens qui ne connaissent pas Make, c'est vraiment la représentation en code, en JSON, d'un scénario Make. Donc, on dit ChatGPT, il sait générer du code, donc on devrait pouvoir le faire. Et donc je lui ai demandé. Et qu'est-ce qu'il m'a sorti ? Il m'a expliqué comment faire avec Zapier.
une automatisation qui me permette, parce que je lui avais demandé de faire le blueprint d'un scénario très simple qui prend des données dans Airtable et qui les tweet, qui les envoie dans Twitter. Donc c'était quand même très basique. Et il m'a expliqué comment faire un scénario Zapier pour faire ça, quoi. Donc quelque part, il m'a donné une réponse en no-code, mais qui n'était pas du tout pertinente, quoi. Donc voilà. Donc franchement, malheureusement, il n'est pas assez, il peut pas faire du no-code. Voilà. Et ce qu'il pourrait faire du Bubble, on pourrait lui demander. On pourrait lui demander. C'est dommage, en fait, j'ai pas je peux pas copier-coller le prompt ici là que Replit a utilisé. Mais si j'avais le prompt, je pourrais lui demander fais-moi la même chose, parce que en fait dans Bubble il y a aussi une représentation en JSON d'une app Bubble, donc voilà, quoi. Mais je pense pas qu'ils le connaissent. De toute façon, c'est pas un truc qui est ouvert, donc voilà. Bref. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Alors attendez, je vais lire un petit peu ce que vous m'avez mis. Alors effectivement, comme dit Anthony, il y a plein de moyens de faire les choses. Là, effectivement, on voit qu'on a, pour faire cette application, on a, on va dire, au moins 3 moyens de faire qui sont directs, qui sont de taper tout le code soi-même, et c'est du niveau, on va dire, développeur junior, quoi, enfin, et tu sais le faire, même développeur débutant un peu débrouillard, quoi. Vous avez la moyen de générer le code avec GPT, et puis ensuite il faut que vous trouviez où le copier-coller, etc. Mais c'est accessible. Et puis vous avez le dernier moyen qui est le faire en no-code, quoi. Vous avez 3 moyens. Et donc, suivant votre contexte, suivant votre objectif, suivant vos compétences, bah, vous allez pouvoir utiliser peut-être un des trois, les trois, une conjonction d'un des trois. Voilà. Si vous connaissiez pas, il y a un truc quand même qui est intéressant, c'est que si vous connaissiez pas l'astuce de Clearbit là pour récupérer le logo, et bah ChatGPT peut vous donner cette indication, et vous après vous pouvez aller l'implémenter dans Bubble, quoi. Donc voilà. Alors il y a le logo en PNG, etc. Alors, là c'est vraiment un truc qui est hyper basique, donc je peux pas, il n'y a pas vraiment d'option pour avoir le logo dans un truc ou une autre, mais en l'occurrence, il me semble que c'est du PNG. Peut-être que ce que tu veux dire, c'est du PNG transparent. Je sais pas trop, mais voilà. En l'occurrence, il me semble que le logo est en PNG. Juste, parce qu'en fait, je suis curieux de voir aussi si je reviens là-dessus. En fait, si on fait ouvrir l'image, non, ouais, c'est pas. Il faudrait voir en fait. Le type en fait de l'image, mais je pense que c'est pas impossible sur du PNG. Aussi c'est du JPEG, bon après voilà, je sais pas, mais c'est pas forcément une différence. Mais effectivement, comme dit Olivier, tu peux le convertir en ligne. Voilà, tu peux même le convertir de manière dynamique avec, par exemple, avec Make, tu peux faire ce genre de choses typiquement. Voilà. Après, bon, effectivement, c'est peut-être une appli qui est un peu triviale, il peut faire des choses peut-être plus compliquées, mais c'est là aussi où plus on va lui demander de faire des choses compliquées, plus il y a des chances qu'il fasse des choses qui se trompent, ou qu'il fasse des choses que vous devez adapter. Et en plus, si je peux me permettre aussi un autre truc, c'est que je pense très sincèrement que arriver à faire un prompt comme ça, bien expliqué, je pense qu'il faut être développeur, en fait, qu'il faut avoir bien compris la logique, ou alors peut-être no-codeur d'ailleurs, no-codeur ou no-codeuse, ça peut aussi aider parce que, en fait, vous allez avoir cette logique. C'est-à-dire que si vous êtes à l'aise avec Bubble, par exemple, vous savez que vous avez besoin d'un champ input, vous savez que vous avez besoin de toutes ces étapes-là, donc ça, à la limite, avoir cette logique, on le dit souvent, hein, le no-code permet d'avoir aussi d'apprendre des réflexes et des concepts fondamentaux de la programmation, quoi. Fait de la programmation visuelle, hein, après tout. Donc voilà, mais ça aussi, il faut arriver à l'écrire ce prompt. Et si vous lui demandez quelque chose de plus complexe, bah, plus il y a de complexité, plus il y a des chances qu'il se trompe. Donc effectivement, peut-être c'est une question un petit peu de maturité, peut-être qu'il va savoir faire des choses de plus en plus complexes. Mais aujourd'hui, là, cet exemple en tout cas qu'on prend, eh ben, c'est 5 minutes de prompt qu'il faut avoir, peut-être même 10 minutes si vous devez y réfléchir, et c'est 2 minutes de Bubble, quoi. Donc, oui, ça va s'améliorer, ça va faire des choses, mais cette complexité, elle va aller aussi avec plus de compétences. C'est-à-dire, si vous voulez écrire un prompt plus complexe pour lui faire une app plus complexe, il faut que vous-même, vous sachiez faire ce prompt, que vous compreniez la complexité que vous voulez lui implémenter, et vous devez savoir que s'il se trompe, vous ne serez pas forcément en capacité, plus le code va être complexe, plus vous ne serez pas en capacité de savoir si c'est trompé. Alors oui, après on va me dire, bah, tu peux lui renvoyer l'erreur, mais en fait ce process itératif,
qui est très intéressant, puisque c'est comme ça qu'on programme, et c'est aussi comme ça qu'on no-code, bah, j'ai envie de dire, c'est pareil avec Bubble, quoi. Et donc vraiment, moi, à mon avis, quand même, n'oubliez pas de vous former aussi, enfin voilà, se former aux outils no-code, je pense que c'est aussi bien que d'essayer de faire des raccourcis. Après, je pense qu'on apprend beaucoup hein, en apprenant à faire des prompts et en apprenant à faire des web apps directement avec ChatGPT, mais voilà, il faut de la mesure et de la balance un petit peu partout, quoi. Alors oui, effectivement, Arnaud, tu as raison, il connaît pas le mot make, le fait un peu dérivé, parce que d'ailleurs tout à l'heure, en fait, en rigolant, il m'a dit de faire un scénario Zapier. En réalité, il m'a dit de faire un scénario Zapier ou Integromat. Donc tu as raison, il faudrait que je refasse mon test pour être tout à fait pertinent, en lui demandant un blueprint Integromat. Mais voilà, je sais pas, peut-être qu'il arrivera hein, d'ailleurs, hein, donc c'est très intéressant. Et le point que tu soulèves, Anthony, effectivement, je le mets, je vais pas le lire. Je trouve ça très énervant quand les streamers, les gens lisent les commentaires, parce que vous qui écoutez, vous probablement vous lisez aussi le chat. Voilà, bon, ça c'était une petite anecdote, mais effectivement, on en revient toujours au même sujet fondamental dans le no-code, qui est la question des niveaux d'abstraction. Il y a 30 ans, 40 ans, les mecs, ils écrivaient du code, c'était même pas du code, c'était de l'assembleur, des trucs vraiment hyper bas niveau. Limite, au début, ils devaient vraiment connecter des portes logiques entre eux, etc. Et puis, on a remonté comme ça, et je vais pas vous faire tout l'historique des niveaux d'abstraction, mais si on parle du contexte actuel, les développeurs actuels, et moi je l'ai vu dans des bootcamps de dev, etc. Par exemple, si je prends l'exemple du CSS, il y a une librairie CSS qui est très connue qui s'appelle Twitter Bootstrap, qui est peut-être d'ailleurs plus très à la mode, je suis plus très au fait de ces choses-là. Bah en fait, si on sait bien utiliser Twitter Bootstrap, on ne sait pas forcément faire du CSS, parce qu'en fait, ça vous abstrait tellement. Et moi, je l'ai vu, hein, j'avais des élèves, ils savaient faire du Bootstrap, ils savaient faire des trucs assez jolis, mais ils n'avaient pas compris en fait ce que c'était le CSS, ils n'avaient pas compris comment ça marchait. Parce qu'en fait, Bootstrap leur offrait un niveau d'abstraction trop haut, et donc en fait, ils maîtrisaient pas bien les notions de cascade, d'héritage, etc. du CSS, qui sont des fonctionnalités, qui sont des notions très importantes, qui sont des concepts techniques. Et donc, voilà, c'est vraiment. Donc, on est toujours là-dessus. Et donc, en fait, voilà, et pour moi, quelque part, ChatGPT, c'est un peu le niveau d'abstraction ultime. C'est encore au-dessus du no-code, puisque là, juste vous tapez en langage naturel et vous espérez qu'il va vous faire un truc. Et très probablement que les outils no-code, dans quelques années, peut-être dans quelques mois, je sais pas, auront la même chose. On voit nos amis chez Glide là, qui ont intégré ChatGPT, enfin GPT dans leur documentation pour faire des recherches. Peut-être qu'un jour, vous taperez une phrase et il vous mettra les modules directement. Et là, je trouve que quelque part, on sera dans le meilleur des deux mondes, puisque vous serez en capacité, comme ce sont des éléments visuels qui vous ont généré, vous serez en capacité de les modifier. Enfin, en tout cas, si vous n'êtes pas développeur ou développeuse, mais je prends ce parti-là parce que si vous regardez, probablement que vous faites partie de la communauté no-code, mais de toute façon, ça ne change rien. Moi, aujourd'hui, j'ai moins envie de faire de code. Alors, je sais coder, donc là, quand je vois le code qui m'a généré, je sais toujours le lire, je saurai toujours le lire, jusqu'à ce qu'il génère du code que je connais pas, hein, enfin, un langage de programmation que je connais pas. Mais bon, voilà, après, c'est une question d'expérience. Mais voilà, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que si j'avais pu aller ce que j'ai fait dans Bubble, que je vous ai montré tout à l'heure, si j'avais pu taper une phrase, un prompt qui m'ait fait ça, cela dit, je dis ça, et en même temps, franchement, vous avez vu comme c'était rapide. En même temps, franchement, choisir un champ input, mettre... Après, c'est plus la logique derrière. Là, il n'y a pas eu de workflow à mettre en œuvre, puisque c'était juste une concaténation d'éléments. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, ce qui me fait peur, si je reboucle un peu sur le point d'Anthony, si je le regarde d'un point un peu plus négatif, c'est que je trouve que quand on est dans des niveaux d'abstraction trop hauts, en fait, ça masque les compétences. Et si vous, comme j'ai donné avec l'exemple du CSS, si vous faites que du Bootstrap, si vous avez que utilisé Bootstrap, vous ne savez pas comment fonctionne le CSS, et c'est dommage. C'est dommage si vous voulez être développeur professionnel. Si vous voulez pas être développeur professionnel, c'est pas grave, et vous pouvez prendre des raccourcis. Et donc mais c'est pareil avec les outils no-code. Vous pouvez utiliser les outils no-code n'importe comment. On voit plein de gens qui bidouillent dans la communauté, qui bidouillent avec Bubble, etc. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment compris comment fonctionne Bubble. Et c'est dommage, Bubble, c'est un outil très puissant qui permet de faire des choses incroyables. Si vous bidouillez avec, voilà. Et donc, en fait, on aura la même chose le jour où Bubble intègre, par exemple, l'IA pour vous accélérer la création, par exemple, de votre interface, pour vous mettre les inputs déjà, etc. On peut avec des templates ou des trucs comme ça.
et bah ça vous fait un raccourci et ça vous incite pas forcément à bien comprendre comment fonctionne le responsive ou des choses comme ça. Donc voilà, bon bref, c'est un débat sans fin, très intéressant, mais j'étais très content de vous partager ça. D'ailleurs, j'ai perdu le fil de l'heure, bah voilà, il est 8h55, donc c'est très bien. On arrive sur la fin de notre émission et je vais lire du coup la question d'Olivier. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut créer des applis multi-utilisateurs, des rôles, etc. Bah, avec un outil comme Bubble, typiquement, tu peux faire ça sans problème. C'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, plus ou moins intrinsèque à Bubble. C'est quelque chose aussi qui est possible dans Glide. C'est aussi quelque chose qui est possible dans, j'ai envie de dire, dans la plupart des outils de création de web app un peu avancés, quoi. J'aurais même envie de dire, pour moi, c'est ce qui fait la distinction. C'est pareil aussi dans Software, c'est possible aussi avec WeWeb. C'est ce qui fait la distinction pour moi, cette gestion multi-utilisateur, multi-rôle, de permission, etc., qui fait la distinction entre un outil. C'est un des critères, en tout cas, qui va faire la distinction entre un outil qui permet juste de faire des web apps et un outil qui permet juste de faire des sites web, quoi. Donc voilà. Donc, euh, donc tu peux aller regarder du côté de Bubble. J'ai beaucoup parlé de Bubble, beaucoup plus que je pense dans toute l'année passée dans mes vidéos, etc. Mais voilà, ça fait plaisir quand même aussi. Voilà, on s'est un petit peu échappé des ops, mais pas vraiment, parce qu'en fait, il y a un truc qu'il faut savoir quand même, c'est que même si on associe Bubble énormément avec la création de marketplace, de produits, voilà, il y a des gens dans la communauté qui ont créé leurs produits, qui ont lancé leurs projets grâce à Bubble. En fait, les agences Bubble, en fait, elles utilisent énormément Bubble pour créer des outils internes et des outils d'ops à des clients. En fait, le business, il est quand même surtout là, quoi. Ça dépend du business de qui, mais en tout cas pour les agences, ça je le sais, pour avoir collaboré avec pas mal d'agences, en fait, c'est la partie plutôt, on va dire, B2B, outils internes, etc., quand même, qui constitue aussi une grande partie du business, parce qu'il n'y a pas tant que ça non plus de gens qui veulent lancer des marketplaces, et voilà, quoi. Alors, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé, cette longue diatribe sur quand même, je me fais un petit peu le défenseur du no-code et voilà. Et ça serait bien que bah, des gens, les médias, s'il y a des gens qui connaissent, parlent aussi un petit peu plus, je trouve, du no-code que voilà. Mais bon, c'est les emballements et tout quoi. Donc voilà. Merci à toi, Jocelyne. Et bah, si tu n'as pas tout compris, c'est que j'ai pas été assez pédagogue et il faut pas hésiter à me le dire. Moi, le but, c'est que tout le monde comprenne tout. Alors, effectivement, on est parti dans des choses un petit peu par rapport au dev et tout. Mais voilà, bon, c'est toujours aussi pareil, hein. Le temps est compté, mais voilà, mais il faut que tout le monde puisse comprendre ces choses-là. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a un replay. Voilà, on peut aussi des fois prendre un petit peu plus le temps. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Euh, eh bien, ce que j'ai à vous dire, c'est que bah, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre à Barcelone la dernière semaine de- d'avril. Voilà, il y a vous verrez, il y a plein de visuels qu'on a générés avec Midjourney, mais ça, c'est pour faire le lien un petit peu avec l'IA. Bah, on a notre bootcamp qui est en cours. Je vous le dis juste parce que je pense que je ferai peut-être un petit débrief de ce bootcamp opérateur qu'on fait avec nos amis d'Auto, justement qui forment en un mois des personnes à devenir vraiment à l'aise avec les ops. On apprend plein de choses, on est dans la deuxième semaine, ils sont en train de faire du Airtable, ils sont en train de découvrir. Pour l'instant, ils galèrent pas trop encore, on a une montée vraiment très progressive. Donc voilà. Et alors, ce que je vais vous dire pour terminer, c'est vraiment de abonnez-vous au Twitch de No Code France, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de contenu passionnant tous les jours, mais vraiment tous les jours, hein. D'ailleurs, il y a des gens qui sont dans le chat, Jocelyne, Baudouin et tout, qui contribuent à cette chaîne communautaire. Voilà, d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais vous parler d'un livre, mais j'ai oublié, ça sera pour la semaine prochaine, c'est pas grave du tout. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a aujourd'hui Airtable Arena, un des lives phares, un petit peu, j'ai envie de dire, de la chaîne Twitch de No Code France, animé par notre ami Julien Mottet. Voilà, super émission sur Airtable. Voilà, pour les gens qui découvrent Airtable, peut-être ça achèvera de vous convaincre. Et pour les gens qui utilisent Airtable au quotidien aussi, c'est vraiment l'occasion de vraiment le découvrir plus, de découvrir plein de choses. Il y a, comme tous les mardis, évidemment, notre ami Stan en live à 17h30 pour son live, surtout sur la vie. Vous allez découvrir plein de choses. Il n'y a pas de live demain. Il y a du bubble, si vous voulez voir des vrais bubbleurs en action, jeudi après-midi, après le No Code Game, comme d'habitude, à 13h le jeudi. Et puis,
Pour ce qui est de l'IA, si c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être si vous regardez la matinale, eh bien, le vendredi à midi, on a des experts quand même, Thomas et Arnaud, qui vraiment font énormément de veille, que vous pouvez venir voir. Et puis, on a un live sur Softer. Donc voilà, on parlait tout à l'heure d'applications qui peuvent gérer du multi-role et tout. Voilà, et si vous voulez, c'est une semaine vraiment Bubble, hein, parce que si vous voulez voir du Bubble vraiment en action de 16 à 18, vendredi, il y a notre ami Pierre qui est devenu un des grands streamers de la chaîne avec plein d'émissions à son actif. Voilà, là vous allez voir du building public sur Bubble, donc ça c'est vraiment passionnant. Donc vraiment, vous voyez, hein, je vous ai dit plein de trucs, il n'y a aucune chance que vous ayez tout retenu, donc abonnez-vous, c'est vraiment le plus simple. Donc voilà. Alors il n'y a pas eu de message supprimé, Olivier, je crois, je sais pas. Non, j'ai pas, en tout cas, on n'a pas supprimé de message. Donc voilà, n'hésite pas à le remettre. Je regarde vite fait vos messages, hein. Nos collègues francophones, je ne sais pas si nos collègues streamers ou éditeurs ou alors quels sont alors je sais pas, Olivier, forcément tu vas répondre. Bah écoute, oui, merci Jocelyne, hein, viens sur le Slack de No Code France. Alors si tu cherches un groupe plus large, tu n'en trouveras pas parce que No Code France est la plus grande communauté no code au monde, et je le dis pas du tout pour plaisanter, mais j'ai fait vraiment de nombreuses recherches, et c'est de loin la plus grande communauté autour du no code, la plus active, la plus structurée, et c'est pas parce que j'en suis un des administrateurs que je le dis, mais c'est pas du tout centré autour de la France, hein. Par contre, ça c'est juste que nos échanges sont en français, mais c'est une communauté qui est francophone. On a la chance d'avoir des Belges, des Suisses, des Canadiens, donc voilà, donc c'est vraiment donc voilà, il n'y a pas d'autre. Il y a une autre communauté internationale qui s'appelle No Code Founders, qui est pas du tout, que je trouve pas du tout intéressante, malheureusement, même si la personne qui porte ça est très très sympathique. Voilà, il y a des communautés aussi dans d'autres pays, mais voilà. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Et puis après, en fait, chaque éditeur après a sa communauté, hein. Ça c'est l'autre aspect. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup, il est 9h01, j'ai dépassé et je laisse l'antenne, il n'y a personne après. Voilà, il faut que j'apprenne à faire des raids, que je vous emmène sur d'autres, voire d'autres streamers. Voilà, mais bon, ça sera pour une autre fois. Ah oui, peut-être si tu utilises un mot interdit, je sais pas ce que c'est, mais désolé, ça doit être le bot automatique. Il n'y a pas de problème, mais n'hésite pas à m'écrire en DM si tu veux, Olivier. Voilà, n'hésitez tous d'ailleurs qui nous regardez, n'hésitez pas à m'écrire en message privé sur le Slack de No Code France ou sur LinkedIn, où vous voulez. Je suis joignable, je vous souhaite une bonne journée, merci à toutes et à tous, et puis on se retrouve jeudi et aussi la semaine prochaine pour la suite de la matinale. Allez, salut.